Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parigo. On débute cette émission par une petite devinette. Saurez-vous me donner le nom de l'opérateur de ce bus emblématique parisien? Allez, c'était facile, il s'agit bien sûr de la RATP, opérateur historique des bus et métros parisiens. Mais attention, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être plus demain, car ça y est, la RATP a dû dire adieu à son monopole vieux de 80 ans. La voici désormais menacée par Keolis ou encore Transdev, deux opérateurs parmi d'autres autorisés à marcher sur ces plates-bandes avec une double promesse, faire mieux et surtout moins cher. Mais faut-il y croire? L'ouverture à la concurrence est-elle vraiment bénéfique pour nous, voyageurs, mais aussi pour les finances publiques à la lumière de ce qui se passe ici depuis 2022 en Grande Couronne, là où a débuté ce Big Bang? C'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. L'ouverture à la concurrence, c'est déjà une réalité, loin de Paris, là où Keolis, Transdev, la Savac ou encore RATP Cap se sont partagés en 2022 les 1300 lignes de bus circulant en Grande Couronne, avec à la clé des transitions parfois douloureuses. Ce fut le cas notamment à Saclay. Alors quel bilan? 2 ans plus tard, Parigo mène l'enquête. Régularité, ponctualité, l'arrivée de ces nouveaux opérateurs était censée régler tous les problèmes ou presque. Mais les voyageurs sont-ils vraiment sortis gagnants de ce grand chambardement? Entretien avec le président de la principale association d'usagers d'Île-de-France. Nous nous intéresserons ensuite aux conséquences sociales de cette bascule inédite. Les 30 000 conducteurs de bus de la région sont tous susceptibles de changer d'employeur du jour au lendemain. Une incertitude qui inquiète toute la profession. Témoignage. Enfin, nous chercherons à savoir si oui ou non l'ouverture à la concurrence côté bus permet à Île-de-France Mobilité de faire des économies, alors que se profile un Big Bang similaire du côté du métro, du RER et du Transilien. Entretien avec un chercheur spécialisé dans l'économie des transports. D'ici quelques années, c'est l'ensemble des lignes de métro, RER et Transilien qui seront ouvertes à la concurrence. Pour le moment, seul le bus est concerné. Ça a commencé ici, en Grande Couronne. Alors pour quel résultat? Nous sommes montés à bord des lignes desservant l'agglomération de Saclay qui ont justement changé d'opérateur à l'été 2022. C'est une enquête de Valentine Poncy et de Meila Mendy. À la gare du Guichet, connexion entre le RERB et ses lignes de bus qui desservent le plateau de Saclay, l'affluence des voyageurs est toujours aussi importante. L'offre a été renforcée avec des bus nouvelle et ancienne génération. Car il y a 2 ans, c'était plutôt ça. Des quais bondés, des bus supprimés et des usagers pas sûrs de pouvoir monter à bord. L'exploitation du réseau venait d'être confiée à une filiale privée de la RATP. C'était principalement des bus qui ne passaient pas ou qui passaient en retard, sachant que c'était en plus de ça mixé avec un problème d'information voyageurs. Les gens avaient l'habitude d'avoir ça sur des bornes d'information, des petits boîtiers où il y a les temps d'attente. Et là, comme il y a eu la restructuration du réseau, plus rien ne marchait. Manque de conducteurs et de véhicules, sur les 44 lignes de bus, beaucoup avaient du mal à assurer leur mission. On est quand même arrivé à une des pires transitions qui s'est faite. En particulier parce que justement, c'était composé avec des morceaux de puzzle venant de 6 sources différentes. 6 compagnies de bus, dont Transdev et Keolis, assuraient les 38 000 voyages quotidiens. Avec le nouvel opérateur, RATP Cap Saclay, 10% de l'offre n'était plus réalisée. Une situation difficilement acceptable pour le président de la communauté d'agglomération. La RATP n'avait pas suffisamment anticipé l'arrivée sur le dépôt, notamment sur la question des recrutements, que la question du matériel roulant n'avait pas suffisamment été bien regardée entre l'opérateur sortant et l'opérateur rentrant. On a menacé de dénoncer le contrat et progressivement, à partir du début du mois de janvier suivant, la courbe s'est inversée et aujourd'hui, on a une délégation qui fonctionne bien. Une délégation qui fonctionne, mais à quel prix? Dans le dépôt de bus de Marcoussis, les problèmes de maintenance s'accumulent. Des photos et des vidéos récupérées par les représentants syndicaux montrent la vétusté du matériel. Des éléments manquent et mettent parfois les conducteurs en danger. Les salariés ont la boule au ventre. Ils conduisent des véhicules totalement dégradés, scotchés, mal entretenus. Les 50 bus commandés par Île-de-France Mobilité n'ont toujours pas été livrés. Les usagers devront encore patienter avant de voyager dans des conditions optimales.
Bonjour Marc Pellissier. Bonjour Bertrand. Vous êtes président de la FNOT Île-de-France. On est là dans l'une des gares routières de Massy où cohabitent 4 opérateurs différents, c'est pas rien, dont celui qui opère à Saclay, on vient de le voir dans le reportage. Est-ce qu'au-delà de ce cas particulier, on peut tirer un bilan de cette ouverture à la concurrence des bus en grande couronne lancée en 2022 ? Alors, cette mise en concurrence sur les bus de grande couronne s'est faite dans un contexte assez défavorable avec la crise sanitaire, puis la pénurie nationale de conducteurs de bus. Néanmoins, le bilan pour le moment, pour nous, il est plutôt mitigé. Globalement, sur la plupart des réseaux, ça n'a pas changé grand-chose. Et on l'a vu, sur certains réseaux, les transitions entre opérateurs ont été difficiles. Alors, si on écoute Valérie Pécresse et IDFM, elle estime que les voyageurs sont sortis gagnants. Elle donne des chiffres de régularité qui se seraient améliorés. 2% en plus pour Transdev, 5% pour RATP Cap et 4% en plus pour Keolis au bout d'un an. Mais le problème, c'est que ces données ne sont pas vraiment publiques. Oui, c'est difficile à dire si vraiment la ponctualité s'est améliorée sur les bus de grande couronne. Les chiffres ne sont pas publiés et par ailleurs, il y a des situations locales très différentes. On sait qu'il y a eu des efforts en matière de régulation et notamment de ne pas partir en avance, mais c'est difficile de dire vraiment qu'il y a eu une amélioration. Est-ce que malgré tout, ça a pu apporter une certaine simplification au réseau de grande couronne qui était multiple, on va dire ? C'est vrai qu'avant, on avait beaucoup d'opérateurs et qui avaient des droits sur les lignes à vie, donc c'était compliqué de modifier les réseaux de bus. Là, ça a pu être l'occasion, cette mise en concurrence, de revoir un certain nombre de tracés et d'éviter certaines incohérences historiques. Et on a pu optimiser alors certains trajets ? Alors on a pu optimiser certains trajets. Ce qu'on reproche, nous, c'est qu'il n'y a pas eu de concertation vraiment sur ces modifications de lignes de bus, que ce soit sur le secteur de Melun ou le secteur de Poissy. Certains changements sont pertinents, mais d'autres sont beaucoup plus discutables. Aujourd'hui, on ne sait même plus quel est l'opérateur qui opère certaines lignes de bus. Ce n'est plus affiché d'ailleurs sur les bus en eux-mêmes. Comment s'y retrouvent les gens ? Une vraie difficulté sur l'information voyageur, notamment sur les bornes d'information voyageurs. Souvent, quand l'opérateur a changé, ça ne fonctionnait plus parce que leur système informatique n'était pas compatible. Donc il faut encore remettre de l'ordre dans tout ça pour avoir des systèmes fiables et partagés entre les opérateurs. Mais ce qu'il faut aussi, c'est que IDFM, dans ses contrats, vise vraiment l'amélioration de la qualité de service et pas simplement de faire des économies. Alors après, les bus, ça va être autour des Transiliens, des lignes Transiliens d'être ouvertes à la concurrence. On va même d'ailleurs commencer par Saint-Lazare. Est-ce que ça vous inquiète ? Tout à fait. La ligne L puis la ligne J sont en cours d'appel d'offres. Mais il y a une grande complexité avec les relations avec SNCF Réseau, Gare et Connexion. Tout ça nous paraît pas encore mûr. On n'a aucun retour d'expérience en France sur ne serait-ce que d'une petite ligne TER. Et donc, on pense effectivement qu'il faut attendre le plus possible avant de se lancer vers ces mises en concurrence qui, si elles se passent mal, pourraient impacter encore beaucoup plus d'usagers que les mises en concurrence bus. Merci beaucoup Marc Pellissier pour toutes ces précisions. Maintenant, on va aller s'intéresser aux conséquences sociales de cette ouverture à la concurrence, car il n'y a pas que les usagers qui sont baladés d'une entreprise à une autre, il y a également les salariés. Ils sont près de 30 000 à être concernés. Voyez ce reportage de Mathieu Caillot. Mardi 12 novembre, c'est un jour particulier pour ce dépôt de bus RATP de Saint-Denis. Les 800 agents qui y travaillent ont appris le nom de l'entreprise privée qui le reprendra en exploitation, RATP Cap, une filiale de l'opérateur. C'est le premier lot à être ouvert à la concurrence. Les chauffeurs sont très inquiets. On sait très bien ce qui se passe. Qui dit privatisation, on dit problème d'ordre social, etc. Donc on le voit, il n'y a jamais, moi je connais aucune privatisation où il n'y a pas eu de problème, quoi. L'acte 2 de l'ouverture à la concurrence des transports d'Île-de-France vient donc de débuter. Après la Grande Couronne en 2019, c'est au tour des bus parisiens et de la Petite Couronne, c'est-à-dire tout le réseau historique de la RATP. D'ici 2 ans, une douzaine de lots de 20 à 30 lignes passeront du public au privé. Près de 20 000 agents sont concernés. Leur crainte, voir se dégrader leurs conditions de travail avec, par exemple, des pauses interminables. Concrètement, ça veut dire que l'agent vient le matin faire une partie de service, assurer les trajets domicile-travail, a une coupure assez longue et revient l'après-midi aux heures de pointe pour assurer les mêmes trajets dans le sens de travail-domicile. Et donc ce genre de flexibilité dégrade fortement les conditions de vie au travail, déjà parce que c'est épuisant, vous commencez tôt le matin et vous finissez tard l'après-midi. Nous on appelle ça un plan social déguisé. Bah oui, quand vous basculez 20 000 agents dans la RATP et on vous dit, là j'ai reçu un courrier pour dire si vous ne signez pas on vous licencie, c'est bien un plan social déguisé.
À cause d'une pénurie de personnel ou de problèmes de maintenance, 800 bus seraient déjà supprimés dans la Grande Couronne chaque semaine. C'est le bilan négatif que tire le collectif Stop Galère. Ce choix politique pourrait coûter plus de 4 milliards d'euros aux contribuables, alors que ce n'est pas une obligation européenne. Chaque entreprise qui candidate casse les prix. Et pour casser les prix dans une entreprise privée de transport, la seule variable d'ajustement, c'est le niveau des salaires des personnes qui travaillent dans cette entreprise, des chauffeurs, des agents qui s'occupent de la maintenance. Donc tout ça explique en fait la situation qu'on appelle du dumping social, qui dégrade à la fois les conditions de travail des agents, mais aussi les conditions de transport des usagers. À terme, tout le réseau de transport d'Île-de-France, RER, Transilien, métro et tramway devrait passer à la concurrence privée d'ici 2035. L'opposition appelle à un moratoire jusqu'aux prochaines élections. Bonjour Marc Ivaldi. Bonjour. Vous êtes président de l'Association française d'économie des transports. Depuis le début de cette émission, on tente de jauger les différentes conséquences à la fois sur les usagers et les salariés de l'ouverture à la concurrence. On va parler maintenant de l'effet sur les finances publiques, puisque ce qui est attendu, c'est quand même une baisse de la facture pour les collectivités locales. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Île-de-France Mobilité estime avoir économisé 10%, ça représente à peu près 100 millions d'euros sur un marché d'1 milliard d'euros. C'est relativement modeste quand même, vu la désorganisation que ça engendre. Oui, enfin 100 millions, c'est quand même pas n'importe quoi. Enfin, ça permet d'acheter du matériel, ça permet de rénover, donc non, 10% c'est déjà pas mal. En plus, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, les sociétés qui reprennent sont obligées aussi, de reprendre le passif, tous les problèmes d'organisation qui n'avaient pas été résolus avant. Alors aujourd'hui, ces opérateurs en Grande Couronne, ils ont chiffré leur déficit 120 millions d'euros. C'est considérable, c'est donc supérieur finalement aux économies réalisées par Île-de-France Mobilité. Se pose d'ailleurs la question à terme éventuellement de leur survie. Du coup, Île-de-France Mobilité a dû remettre au pot 30 millions d'euros encore il y a quelques jours. Du coup, les économies sont de plus en plus réduites finalement. Bon, ça, ce que vous me dites est très factuel. Il est clair que la façon dont on écrit les contrats joue énormément. En particulier, la durée du contrat, comment on va renouveler le contrat, comment on va remettre au pot. La vraie question, c'est est-ce que ces entreprises qui sont rentrées sur le marché ont fait les bons calculs? Alors si ce système était si vertueux économiquement, comment on explique cette vague de remunicipalisation finalement qui est opérée en France? Il y a 26 villes qui ont choisi de remunicipaliser, de passer vers la régie publique qui est autorisée par la législation européenne. C'est le cas par exemple de Toulouse, de Nice, de Strasbourg et de Montpellier. Donc il n'y a pas question de couleur politique. Pourquoi finalement on va vers cette régie publique si on est sûr de gagner de l'argent avec l'ouverture à la concurrence? Je pense qu'ils vont s'en mordre les doigts. Je suis très dubitatif sur la capacité des villes qui auront municipalisé leur réseau de pouvoir aussi bien l'adapter dans le futur. Alors venons-en au bus parisien, cette ouverture très récente donc à la concurrence du monopole, ex-monopole de la RATP. Ça va coûter 4,9 milliards d'euros à Île-de-France Mobilité, car Île-de-France Mobilité va devoir racheter les dépôts et les bus à la RATP avant même de pouvoir les réattribuer. Est-ce que c'est vraiment le meilleur usage qu'on pouvait faire de cet argent? Elle ne va pas les réattribuer, elle va les revendre. Donc ça sera une opération blanche. Normalement, ça ne doit rien coûter. C'est une réallocation du capital pour mieux le gérer. Merci beaucoup Marc Ivaldi pour toutes ces précisions. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur cette ouverture à la concurrence qui devient réalité. Donc, dans Paris, ça commence par les bus et viendra le tour ensuite des métros, RER et Transilien. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très bon week-end. Salut!